Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où je fais découvrir à Anaïs un film que j'aime moyennement. Super. Salut, moi c'est Anaïs et vu que j'ai 32 ans, 30 ans sinon rien, honnêtement, ça a l'air super. Ouais, bah moi à 34 c'est pareil. Hein. Et salut, moi c'est Marie et bon, c'est un joli film quand même. Aujourd'hui, on va regarder 30 ans sinon rien, un film qui date de 2004, qui a été réalisé par Gary Winnick, qui n'était pas sur ma liste à l'origine, mais je me suis dit qu'il fallait mettre un peu de fun dans cette sélection, que les films que j'avais sur ma liste qui restaient n'étaient pas assez débiles. J'adore les films débiles. Je sais, du coup je me suis dit que ce film serait parfait. Ben moi j'ai trop hâte de le voir Je fait, sais, parce que ça fait longtemps qu'il est sur ma liste et je pense que c'est la parfaite occasion pour le découvrir. Bon, qu'est-ce que tu sais déjà de 30 ans sinon rien ? Ben, je sais que c'est un body swap. Non, mais... Ok, donc je ne sais pas. Ça, c'est Freaky Friday. Oui, mais il y a un truc surnaturel. C'est-à-dire que il y a un age swap. Ouais. Enfin, c'est pas un swap. Disons que c'est une ado qui, un jour, se réveille et elle a 30 ans. Et donc, c'est Jennifer Garner qui a 30 ans. Et elle va développer une relation amoureuse avec Mark Ruffalo, qui est sexy. Alors que dans sa tête, elle a 16 ans. 12 ans ou 13 ans. Oh! Ok, donc c'est extrêmement gênant. Ouais. Donc, c'est Mark Ruffalo qui couche avec une meuf de 12 ans. Qui ressemble à Jennifer Garner. Meuf qui couche, t'es enthousiaste. Ah non! Laisse-moi t'expliquer la nature de ce film. Bah, elle s'épile la moustache à un moment, non? Peut-être, je me souviens plus. Bon, c'est un film, moi, que j'ai vu plusieurs fois, qui est fun. C'est très sweet. En vrai, quand je dis que j'ai vu un film plusieurs fois, ça veut rien dire avec moi. Oui, bah, moi, c'est comme quand je dis j'ai pleuré 5 fois devant le film. Je peux l'avoir détesté quand même et avoir pleuré, quoi. Mais c'est un film que je trouve mignon. Le truc, c'est que je pense pas que ce soit un film très romantique, mais c'est un film très fun où il y a une histoire d'amour. Donc, et je pense qu'on va bien s'amuser en le regardant, qu'on va bien rire. Et il est dans les rom-coms d'habitude quand il est classé. Oui, c'est un, mais c'est plus un, c'est comme Emma, c'est plus un récit d'apprentissage, mais en bien plus con qu'Emma. Ouais. Non, mais c'est cute. Et puis il y a Mark Ruffalo, quoi. Moi, j'adore Mark Ruffalo, j'adore Jennifer Garner. Je trouve que c'est deux excellents acteurs, donc j'ai hâte de les voir interagir. Et ouais, moi vraiment, les comédies romantiques un peu cons des années 2000. Un peu médiocre, ça me plaît beaucoup. C'est mieux que médiocre, quand même. Ça fait partie... c'est vraiment charmant, quoi. Et il y a vraiment des moments qui sont marrants et Jennifer Garner est super. Tu penses que ça se finit comment ? Je pense qu'elle redevient adolescente et qu'elle a appris plein de choses sur la vie. D'accord. Et par rapport à son histoire d'amour ? Elle découvre que c'est son père. Non, je sais pas. Ça, c'est ton rêve, Anaïs. Dark. Non, bah je pense qu'en fait, ils sont... elle finit par lui avouer ou enfin lui dire le truc et du coup, ils acceptent d'être juste amis et parce qu'ils trouvent ça bizarre. Je sais pas. On va voir. On enregistre très tard, on est très fatigués, donc honnêtement, mon pouvoir de prédiction... Peut-être quand on commencera le film, je te prédirai une fin meilleure, mais là... Ouais, je crois qu'il faut dire aux gens que souvent, on enregistre les débuts de ces épisodes après un enregistrement entier d'un autre épisode. Là, enfin, vraiment, je sais pas. Désolée. On sait plus quoi dire. Voilà. Ça fait 1 heure qu'on parle. On va te montrer, on va te montrer l'affiche du film. Je l'ai vu, évidemment. Pour ses 13 ans, Jenna a eu 30 ans. C'est pas un bon cadeau. C'est clair, t'imagines. C'est horrible. En même temps, pour mes 30 ans, j'aimerais pas avoir 13 ans non plus, tu vois. Ouais, j'avoue, en vrai, c'est vrai que 30 ans, c'est vachement mieux que 13 ans. Ouais. Donc, l'affiche, c'est Jennifer Garner. Elle est accrochée à un lampadaire. Et elle est en nuisette, talons hauts, manteau et sac à main, tout rose. C'était les années 2000. Et le titre est rose aussi et violet. Le poster est très criard, quoi. Il est pas beau. Judy Greer, Andy Serkis. Ok. Non, mais bon, en tout cas, ça dit pas grand-chose sur l'intrigue, à part qu'elle est un peu déséquilibrée, quoi. Enfin, elle est déjà citée dans la rue en nuisette, c'est qu'il y a un problème. Donc, voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Bon, bah, j'ai hâte. Moi aussi. On y va, on va le regarder. Allez, on y va. Jenna Rink couldn't grow up fast enough. Smile, sweetie. Don't you knock? Are you wearing a bra? You're not ready Dad, for stop a bra. taping! So on her 13th birthday, Dad, Check this out. Wishing dust. she only made one wish. I hate being 13. I just want to be grown up. And she woke up 17 years later. Ça y est, on a vu 30 ans sinon rien. Et je crois que ça t'a pas mal séduite.
Oh non! Oh non! Oh non! C'est trop bien. Oh, c'est trop sweet. Moi, je pense que le message, c'est qu'on a toute une fille de 13 ans en nous. Ouais, non, j'ai bien aimé réveiller la fille de 13 ans qui sommeille en moi pour ce film. Bah, avant même qu'on lance le film, tu étais très très enthousiaste. Moi, je pense que ça peut devenir mon nouveau film préféré. Hein. Alors, je sais pas si c'est le cas. J'espère pas. J'ai essayé de m'auto-hyper. Non, mais en fait, je pense que c'est vraiment ce dont j'avais besoin ce soir-là. C'est-à-dire un truc très con. Mon problème, c'est que je l'ai trop revu et du coup, maintenant, je suis un peu genre, oh là là, ce film. Ouais. Mais je l'ai revu beaucoup parce que c'est tellement un film où tu débranches ton cerveau. Ouais, et puis c'est très oubliable. Je ne sais plus du tout ce qui se passe dans ce film. Ça va être super pour cet épisode. Mais c'était une expérience très très plaisante parce que effectivement, le cerveau était introuvable pendant cette soirée. D'ailleurs, dès les premières secondes, tu as été conquise, donc ça a bien fonctionné. C'est déjà bien. Vraiment, je kiffe déjà. La dernière fois qu'on a eu une telle réaction, c'était quand même pour Chungking Express. C'est clair. Mais tu sais pourquoi ? C'est parce que vraiment, la chanson d'ouverture, c'est hyper important. Et parfois, le film qui suit n'est peut-être pas à la hauteur de cette chanson d'ouverture. Par exemple, peut-être celui-là. Et parfois, il l'est, mais c'est La Revanche d'une blonde, Sex Intention, Chungking Express, La La Land, le pilote de Buffy. C'est des moments musicaux qui te mettent vraiment dans un super mood pour la suite. Et là, c'était tout à fait ça, avec un générique vraiment hyper cucu. Enfin, j'étais ravie d'entamer ce film. On va avoir des petits bémols, on va en parler. Je pense que la première moitié du film est vraiment géniale et qu'après, ça part un peu en cacahuète. Mais t'as quand même été assez séduite, je pense. Donc, ça t'a plu ? T'as pensé quoi du film ? Ça m'a plu. Enfin, disons que l'expérience m'a plu. Je pense que c'est vraiment pas un des meilleurs films que tu m'as montré. Bah non, sans blague. Tu m'avais prévenu en plus. Tu m'avais dit, honnêtement, c'est pas bien. Enfin, c'est pas vraiment un bon film. Mais c'était juste, très, très plaisant. Très agréable à regarder. Donc, l'expérience m'a plu. On s'est beaucoup marré, en fait. C'était extrêmement classique dans la mise en scène, dans l'écriture. Enfin, c'était le genre de comédie romantique américaine un peu naze, qui est en fait le genre de comédie américaine que je connais le mieux, puisque je n'avais pas vu celles qui sont bien. Et donc là, je me suis retrouvée tu vois, comme dans un bon vin. Je disais, ah oui, je connais les films nuls. Résume-nous ce film nul en 30 secondes. Alors, c'est l'histoire d'une ado qui a 13 ans, qui est méga bisu. Elle se fait vraiment bisuter par tout le monde dans son collège. Et le jour de ses 13 ans, elle a une poudre magique de perlimpinpin qui lui tombe sur le nez. Et elle est en train de souhaiter d'avoir 30 ans, ce qui est vraiment jamais arrivé à n'importe quelle meuf de 13 ans. Mais bon, à elle, oui, visiblement. Elle veut vraiment avoir 30 ans. Elle ne sait pas encore que ce qui l'attend, c'est des licenciements économiques, et des ruptures et des récessions et des loyers en retard. Et donc, avec cette petite poudre, elle se réveille à 30 ans. Et c'est Jennifer Garner. Et en fait, moi, je pensais qu'elle allait avoir 30 ans, mais qu'elle serait dans sa vie de collégienne. Voilà. Elle fait un bond dans le temps, en fait. Donc, elle voyage 17 ans en avance. Et donc, tous ses camarades de collège qui étaient des petits cons ou son meilleur ami, ils ont aussi 30 ans. Et donc, on voit comment elle a changé entre-temps. Voilà, c'était un bon résumé. Oui. Non, ce qui est marrant, c'est vraiment le contraste entre son âge mental de 13 ans et le fait qu'elle évolue dans un monde d'adultes. Donc, Mais il s'arrange beaucoup là-dessus, parce qu'elle va draguer un mec de 12 ans et demi, mais par contre, elle sait comment arranger le chemin de fer d'un magazine de mode. Donc, elle est quand même très douée à 13 ans, quoi. À la fois très conne et très douée. Voilà. Le film s'ouvre comme un teen movie. On découvre Jenna Rink, c'est son nom. Donc, elle est collégienne. Elle est adolescente, on peut le dire, parce que c'est à partir de 13 ans qu'on est considérée comme adolescente. C'est le jour de son anniversaire. Et comme tu le disais, c'est une bisu. Et elle a qu'une idée en tête, comme moi, au même âge, c'est devenir populaire. Voilà. Et du coup, elle se fait bisuter par toutes les filles populaires de son collège qui comprennent très bien qu'elle est désespérée. Cette partie du film, moi, elle me fait assez marrer parce qu'elle a tous les codes du film d'ado. Donc, ça fonctionne assez bien, y compris donc l'arrivée des filles méchantes dans les couloirs du lycée. Les Mean Girls. Exactement, les plastiques de ce film-là. Et plus tard aussi, l'arrivée des mecs canons qui arrivent dans une espèce de décapotable et qui sont tous blonds et jouent au football. Ouais, on dirait Brink, champion de roller, qui était mon crush quand j'avais 12 ans. Voilà. Ces moments t'ont beaucoup, beaucoup plu. Mon Dieu. Ah, génial. Yes, BG. Oh non.
Ouais, en fait, ça m'a rappelé Pen 15 et la manière dont elle montre les crushs ridicules quand t'es vraiment très jeune, mais avec ton regard de 12 ans et demi, tu vois genre les cheveux blonds ou l'épaule d'un petit garçon et t'es tout émoustillé. Et là, c'est un peu ça, quoi. Ils sortent de la voiture, ils font tellement pitié. Ils sont prépubères, mais ils arrivent au ralenti. C'est génial, j'adore. Et on découvre aussi à ce moment-là le seul personnage gentil de cet univers qui s'appelle Matty. Qui est de ce film, en fait. Oui, c'est vrai. Qui s'appelle Matty, qui est le voisin et le meilleur ami de Jenna, qui est un petit peu un loser, mais un loser très cool. On sent qu'il a un gros potentiel pour devenir cool. Déjà, c'est lui qui a mis The Talking Heads comme musique à la soirée, donc il a très bon goût. Il fait de la photo et il est un peu artsy. Et il joue de la musique aussi. Il joue de la musique et il est amoureux de Jenna. Il t'a beaucoup attendri. Bah, ce qui est cool aussi, c'est qu'il tient tête aux Mean Girls du collège. Oui, alors il n'a pas du tout envie d'appartenir à ce monde. Il comprend déjà que c'est pas cool du tout et il est au-dessus de ça, quoi. Voilà, donc, il n'a pas ce besoin d'être populaire dont tu parlais. Et donc, c'est vrai qu'à cet âge-là, en fait, ça demande beaucoup de courage de s'en prendre aux Mean Girls du collège. Donc, j'ai trouvé ça très, très choupi. Oh. Ils vont finir ensemble, elle va redevenir une adolescente et elle va l'embrasser parce qu'il est trop mignon. Même s'il n'est pas mignon du tout. Oh. Oh. Pauvre Matt. Il est trop mignon. Tu as été une machine pendant ce visionnage. Mais il est trop mignon. Adulte, il a aussi déclenché beaucoup de chez toi. Ah oui, c'est Mark Ruffalo. Bah oui, c'est Mark Ruffalo. J'étais obligée. C'est scientifiquement impossible de ne pas avoir cette réaction devant Mark Ruffalo. C'est vrai. Ce qui est marrant, tu le disais tout à l'heure, tu pensais en fait qu'elle allait se retrouver adulte au milieu de ses amis adolescents. Et donc, tu faisais des prédictions parce que tu avais compris en fait en voyant, parce que le casting des ados est vraiment très très bon. C'est-à-dire que celle qui joue Jenna, ado, ressemble vraiment à Jennifer Garner, telle qu'on se l'imagine à cet âge-là. Et il y a surtout celle qui joue le personnage joué par Judy Greer à l'âge adulte, c'est son sosie à l'adolescence. Tu t'es dit, elle lui ressemble vraiment beaucoup, donc tu as commencé à avoir des théories. Ou alors ils vont tous se réveiller et avoir 30 ans. Et lui, ça va être Mark Ruffalo et l'autre, ça va être Judy Greer. Ah! Donc en fait, c'est pas qu'elle se réveille et qu'elle a 30 ans, c'est qu'elle se réveille dans le futur. Ah, trop bien! C'est vachement mieux. Mais avec son âge mental. Ouais. Mais du coup, Matty, c'est vraiment Mark Ruffalo, en fait. Ah, c'est trop bien! Je suis trop contente. Je suis pas très intelligente. Si, Anaïs, tu es très intelligente. Je suis contente pour une fois que ça se renverse un petit peu parce que vraiment, j'ai toujours des réactions de neuneux. Et là... c'est moi, effectivement. Ouais, c'est bien. Je confirme. Tu peux expliquer un peu comment la transformation de Jenna a lieu ? Oui, elle est... c'est trop triste. Donc, Matty lui a fait une maison de poupée pour son anniversaire, customisée, dans laquelle il a mis des photos d'elle et une photo de lui, et c'est sa maison de rêve. Et il a mis de la poudre de perlimpinpin dessus. Et elle est hyper gênée parce que elle veut déjà être dans le monde des adultes. Donc elle est là, c'est quoi ce cadeau Oh non, elle aime bien le cadeau. Oui, mais bon, elle a très peur que les autres filles arrivent et le voient. Elle est très touchée quand elle le voit, mais après elle le cache dans un... Voilà, elle le range dans un placard parce qu'elle veut surtout pas qu'on se moque d'elle parce qu'elle a eu une maison de poupée pour son anniversaire. Et ensuite, ça dégénère pendant son anniversaire. Elle se fait humilier par les Mean Girls du collège. Elle est enfermée dans le placard par ses fausses amies. Et elle se retrouve toute seule et elle est humiliée. Elle se tape la tête contre le mur en disant « Je veux avoir 30 ans, je veux avoir 30 ans, je veux avoir 30 ans ». Et en tapant la tête contre le mur, il y a la petite poudre qui lui tombe dessus. Et c'est une poudre magique. Pourquoi ? On ne sait pas. C'est un peu le Suspiria du teen movie. Faut pas chercher à comprendre. Et elle se réveille, elle a 30 ans. Ouais. Pouf. Et en fait, elle avait lu plutôt un article dans son magazine préféré qui s'appelle Poise. Et l'article décrivait 30, flirty and thriving, donc 30 ans flirty et pleine de succès. Et donc, elle répète « Je veux avoir 30 ans, être flirty, avoir plein de succès. » Tout le monde, hein, meuf. It'll make you feel better. I want to be 30. 30 and flirty and thriving. C'est tellement con. Et oui. Je confirme. Non, mais
côté très cynique maintenant, mais pendant le film, t'étais à fond, Anaïs. Mais ça marche, moi, ça marche super bien, mais parce qu'en fait, il y a un côté très relaxant à voir un film qui, en plus, étale de manière tellement grossière tous ses ressorts et s'embarrasse vraiment pas de... Enfin, si, en fait, je suis un peu mauvaise langue parce qu'en vrai, il plante très bien tous les éléments pour que ça fasse sens. Enfin, c'est quand même bien écrit pour un film qui est pas terrible. C'est juste que ça cherche pas à être particulièrement ambitieux ou subversif ou quoi que ce soit. Mais tout est sur des rails, quoi. Donc c'est assez génial parce que, oui, c'est très con. Et puis ils en font des caisses, en fait. Il y a plusieurs éléments, comme le truc de la poudre, où tu sens que, en fait, ça fait un peu film pour ados, où on n'essaye vraiment pas de. Ah oui, mais de c'est un rentrer film trop pour ados, dans, très clairement. Dans les détails ou dans la logique ou dans quoi que ce soit de trop compliqué, en fait. Elle se réveille donc 17 ans plus tard et c'est Jennifer Garner. Donc elle a un peu gagné au loto quand même du look. Elle bosse aussi dans le magazine qu'elle lisait religieusement adolescente. Et elle vit dans un appart magnifique. Je ne sais pas comment elle peut s'offrir ce loyer sur le salaire d'une journaliste de magazine, mais on ne va pas questionner tout ça. Après, elle est chef au magazine. Ouais, mais enfin, Anaïs, tu t'offres pas cet appart à New York à moins que tu sois chef d'une banque. Bien sûr, bien sûr. Donc sa vie est plutôt sympa. C'est trop bien. Oui, c'est vrai que le film présente une vision très cool de la trentaine. Avant sa transformation, tu t'amusais déjà à imaginer ce que pourraient être ses 30 ans si c'était réaliste. Elle va se réveiller avec les seins qui pendent, un crédit à rembourser. Joyeux anniversaire! Mais t'as vite compris qu'on était vraiment sur un autre délire. Du coup, c'est vraiment pas la version où elle s'est réveillée avec un crédit et... Ah non, pas du tout. c'est l'adulte qui a le moins de problèmes d'adultes de l'histoire des adultes. C'est moins fun en même temps. Ouais. Si elle était en train d'appeler l'URSSAF, là... c'est clair. Ça vendrait moins de rêves. T'as pas déclaré ta scam. Mais oui, on n'a vraiment pas les mêmes 30 ans. Non. Enfin, personnellement, moi, c'était pas trop ça. Non, mais de toute façon, c'est les 30 ans de personne, je pense. À part si t'es millionnaire, quoi. Mais moi, c'était littéralement... Enfin, je sortais d'un confinement. Et j'avais pas vu le soleil depuis 3 mois. Donc, honnêtement, on n'était pas du tout sur le même délire. J'avais pas des affiches à mon nom sur Times Square que je traversais en limousine. T'avais pas non plus une dédicace de Madonna dans ton bureau, j'imagine, qui lui dit on va boire des margaritas quand tu veux. C'est clair. C'est le con. C'est vraiment débile. L'autographe de Madonna, c'est vraiment le genre de truc où tu sens le côté film pour ados, c'est-à-dire qu'ils essayent vraiment pas de faire dans la nuance. Ils y vont avec des très très gros sabots. Oui, en même temps, si tu veux défendre le propos du film, enfin le propos, ne nous emportons pas. Mais si tu veux défendre le film, c'est aussi son fantasme à elle. Donc en fait, ils sont en train de cocher toutes les cases du fait qu'elle a littéralement sa vie rêvée. Donc je pense que... Oui, et elle a 13 ans, donc voilà. Son fantasme, il est con. Voilà, exactement. Et la dédicace de Madonna, c'est une blague pour eux aussi, tu vois. C'est pas un truc qu'ils prennent au sérieux, c'est marrant. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. En fait, ce qui est marrant, c'est que ça trahit aussi l'âge qu'avaient peut-être les scénaristes, alors que nous, on n'est pas forcément issus de exactement la même période, voilà, la même génération. Autant je reconnais le fantasme de... moi, je lisais Glamour quand j'étais au collège, et donc me réveiller 15 ans plus tard et être Red Chef de Glamour, j'aurais trouvé ça stylé. Par contre, Madonna, c'était pas mon idole. Oui, donc j'aurais préféré qu'elle ait un autographe de Britney Spears, par exemple. Le truc, c'est quand elle grandit dans la période des années 80 et elle est adulte dans les années 2000. Donc forcément, ses références de jeunesse, c'est Michael Jackson et Madonna. Donc, c'est ça. Mais c'est les moments où on s'identifie moins et où donc le côté absurde transparaît encore plus. Oui, c'est vrai. Bon, pour moi, ceci dit, toute cette partie, c'est la plus réussie du film parce que je trouve que le contraste, justement, entre sa niaiserie à elle et son environnement est très jouissif à regarder. C'est très marrant, en fait. C'est très amusant. Après, il y a certains aspects qui m'ont agacée. Déjà, le fait qu'elle minaude énormément. Oui. C'est aussi lié à son âge mental, etc. Mais... c'est un petit peu ce que les quiproquos déclenchent aussi chez moi, c'est-à-dire qu'elle comprend pas ce qui est en train de se passer et elle passe vraiment longtemps à pas comprendre ce qui est en train de se passer. Et je déteste, genre quand elle est devant la voiture avec Judy Greer qui lui dit monte dans la voiture, elle est là mais quoi, mais il y a un homme nu dans ma chambre et il me parle et tout. Et je suis là, bon meuf, t'avais 13 ans, tu comprends quand même pourquoi il y avait un homme nu dans ta salle de bain, t'es pas complètement débile. Attends, elle vient. Non, parce qu'en plus j'ai vu le film à côté de toi et on a parlé de la minauderie plus tard dans le film parce que ça devient pesant au bout d'un moment. Mais à ce moment-là du truc, tu prenais quand même pas mal de plaisir. Je prenais du plaisir.
mais j'étais agacée aussi. J'avais 2 émotions en parallèle. T'exprimais pas trop l'agacement, mais en même temps, c'est vrai qu'on peut quand même comprendre. À 13 ans, je me réveille et d'un coup, j'ai 30 ans et il y a un homme nu chez moi. Je comprends peut-être ce qu'il fait chez moi, mais en même temps, je suis quand même genre, qu'est-ce que je suis en train de vivre? C'est complètement fou. Non, bien sûr, mais je pense que je m'en souviens plus très bien, donc je peux pas trouver d'exemple précis, mais il y a des moments où en fait... c'est un peu à géométrie variable, son degré de compréhension ou pas, non seulement de ce qui lui arrive, mais même du monde. Enfin, vraiment, t'as l'impression qu'elle sait pas ce que c'est un téléphone ou tu vois. Du coup, parfois, c'est un petit peu agaçant. Disons que, par exemple, les téléphones portables, elle sait pas ce que c'est, mais ça, c'est parce qu'elle vient des années 80 où il y en avait pas, donc elle comprend pas quand est-ce que ça sonne ou des choses comme ça. Oui, voilà. C'est surtout, en fait, pour moi, c'est là où le bas blesse dans le film, c'est plus t'avances, plus il y a des moments où t'es là, bon, t'es pas si neuneux que ça, tu comprends quand même la dynamique qui est en jeu là, même si t'as 13 ans, tu comprends des choses basiques. Et du coup, c'est dans ces moments-là où ça devient crispant et ça minauderie au bout d'un moment, surtout qu'en fait, elle est érigée en espèce de modèle dans le film. Et ça, on va en reparler, mais c'est ça qui devient assez crispant au fur et à mesure du film. Pour moi, dans les premières minutes de sa transformation, les premières scènes, il y a quand même des trucs assez marrants et Jennifer Garner le vend très très bien quand même. Oui, bah c'est ça. En fait, tout ça est très réussi parce que Jennifer Garner a un charme imbattable. Moi, je pense que c'est un peu la trajectoire peut-être inverse de la tienne où en fait, au début, elle m'agaçait parce qu'elle est limite trop neuneux par rapport à la situation qu'elle traverse. Et je trouvais ça étrange que dans la deuxième partie du film, elle est tout d'un coup beaucoup plus mature. Quand ça arrange les scénaristes, parce qu'elle développe une relation romantique avec Matty qui a 30 ans, là, d'un coup, elle comprend tout, quoi. Il n'y a plus aucune hésitation sur quoi que ce soit. Elle sait communiquer comme une adulte. Et donc, c'est plutôt ça qui, rétrospectivement, me fait dire que le début, c'est vraiment à géométrie variable, puisque dans l'espace d'un même film, elle a quand même des degrés de maturité très, très différents. Ah oui, ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que tu adores Jennifer Garner, donc tu étais assez réjouie de la voir dans ce film. Oui. Ah, je l'aime trop, Jennifer Garner. Oui, elle est trop mignonne. Jennifer Garner, c'est la meilleure pleureuse de l'histoire du cinéma. Et de la télé. Parce que c'est dans Alias que tu l'as beaucoup vu pleurer. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, je te l'ai dit pendant le film, je pense que j'ai l'affection pour Jennifer Garner que t'as pour Jennifer Aniston. Parce que moi, vraiment, Alias a marqué toute mon adolescence. J'avais un énorme crush sur Jennifer Garner. Je la trouvais magnifique dans Alias. Et en plus, je trouvais qu'elle jouait tellement bien. J'adore la scène où elle découvre son petit ami dans le pilote d'Alias et qu'elle se met à pleurer. Enfin, je trouve qu'elle... à l'époque, je m'étais dit, ouais, elle pleure vraiment très, très bien. Et elle a un charme, en fait, vraiment renversant. Et dans ce film, elle est parfaite, quoi. C'est un charme qu'on voit même aujourd'hui. Elle fait pas mal de vidéos Instagram ou des choses comme ça. Jennifer Garner elle-même, même quand elle joue pas la comédie, est très, très charmante. Et en plus, c'est charmante d'une façon très typiquement américaine, un peu conservatrice. C'est connu, hein, elle a grandi dans une famille assez chrétienne, avec des valeurs un peu strictes et des choses comme ça. Et ça se sent en fait dans sa personnalité et ça se sent même dans son incarnation de ce personnage. Ça peut être très crispant chez d'autres et en fait chez elle, ça passe totalement parce qu'elle a tellement de charme qu'on est tout de suite un peu ravis quoi, de la voir à l'écran. Elle est très expressive. Elle a un côté Girl Next Door dans beaucoup de rôles qu'elle joue parce que oui, c'est la femme blanche, un petit peu bourgeoise, mais pas trop coincée non plus, inoffensive, qui fait craquer un peu toute l'Amérique, quoi. C'est vraiment oui, c'est ça. La femme idéale américaine, pour je pense une grande partie de la population, avec du coup tous les côtés un peu réac qu'on peut y trouver. Mais dans le début du film, elle est géniale parce qu'en plus, elle a un talent comique qui est excellent. Et c'est vraiment ça qui permet de s'accrocher au personnage alors qu'effectivement, elle ne comprend rien à ce qui lui arrive. Mais Jennifer Garner, qui incarne une fille de 13 ans qui est paumée, c'est très, très drôle. Oui, et c'est vrai que ce talent comique, il n'a pas été très exploité dans sa carrière. De toute façon, sa carrière n'a pas été... a pas eu les sommets qu'elle aurait pu ou dû avoir, parce que dans Alias, elle est vraiment excellente. Et pour le coup, dans Alias, elle va à l'encontre un peu de son image, c'est-à-dire qu'elle est à la fois girl next door, mais elle peut être très menaçante et elle est redoutable. Et femme fatale. Voilà, alors exactement. Elle a jamais trop rejoué de rôle comme ça, je crois. Elle avait fait Catwoman, le truc Electra, là. Electra, là là, mais ça... Ouais. Et elle n'était pas aussi dans Catch Me If You Can, où je crois qu'elle jouait un moment un intérêt romantique, pareil, très très femme fatale. Mais globalement, oui, après, on l'a jamais revue faire ça, alors qu'elle le fait très très bien. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette partie, il y a quand même plusieurs blagues très drôles qui jouent justement sur le quiproquo entre son âge réel et son âge mental. Déjà, il y
y en a une, c'est au tout début, c'est quand elle arrive au travail pour la première fois et son patron, qui est joué par Andy Serkis, son rôle le plus connu, c'est Gollum quand même. Bon, il en a fait plein d'autres depuis, mais bon, c'est l'interprète de Gollum. Là, il joue son patron, le patron de presse, et il lui dit « Who's your daddy ?» Donc, c'est qui ton papa? Mais daddy, c'est plus ton papa, quoi, comme tu les aimes. Eh oui. Et en fait, elle est hyper littérale parce qu'elle a 13 ans d'âge mental et du coup, elle lui répond le nom de son père. Who's your daddy? Il y a un autre moment qui est assez horrible, mais en même temps assez drôle. Enfin, ça devient plus dark dans ce moment-là, et c'est ça qui est assez marrant. C'est sa meilleure amie qui lui dit « Tiens, il y a un mec qui te mate au bout du bar, il est vraiment très mignon et tout ça. » Et elle se retourne, elle fait « Ah ouais, c'est vrai qu'il est hyper mignon, attends, je vais lui parler. » Et en fait, on pense qu'elle va parler à un mec qui a genre 40 ans, et elle se dirige vers un garçon de 12-13 ans. Ouais. C'est une scène qui nous a quand même beaucoup fait réagir. Oh non! C'est vraiment drôle. Ça, c'est excellent. Ouais. I actually came over here because I think you're really cute. So do you want to go out sometime? Yeah. Can you drive? Now. Time to go. Can you drive? You want to go to jail? I'm not that guy. Je pense que ça aussi, c'est des trucs où, sur le coup, c'est très marrant. Mais pour moi, pendant que je regardais le film, je me disais, bon, quand même, elle va draguer un mec de 12 ans et après, elle tombe amoureuse de Mark Ruffalo. Enfin, tu vois, t'as pas de cohérence vraiment dans le film. Oui, sur, bien sûr, mais bon, c'est des gags, quoi. Enfin, oui, voilà, non, mais je pense qu'il faut pas appliquer un esprit critique très profond dans ce film et sur les incohérences ou des choses comme ça. Parce que on pourrait répondre que Mark Ruffalo, c'est pas qu'elle est attirée par un mec adulte alors qu'elle est normalement plus intéressée par des garçons qui ont son âge mental, mais c'est parce que c'est Matty en fait et qu'elle retrouve son meilleur ami, quoi. Mais on sent pas de connexion sexuelle entre eux, quoi. C'est vraiment un truc très platonique et très cute. Donc, qui reste du niveau de son âge. D'ailleurs, je pense que c'était un challenge, à mon avis, pour les scénaristes de pas franchir la ligne et de garder le truc très safe, parce que ça reste quand même une jeune fille qui se retrouve dans des positions, même une petite fille qui se retrouve dans des positions un peu olé, disons. Et bon, comme elle est jouée par une adulte, ça va, mais il y a quand même des moments où on pourrait très vite franchir la ligne, quoi. Et il y a une autre blague qui nous a fait rire. Elle se lie d'amitié avec une meuf de 13 ans de son bâtiment, donc alors qu'elle a 30 ans. Et elles font des soirées pyjama et des choses comme ça. Et elle lui raconte un peu sa vie amoureuse parce que c'est la seule qui la comprend au niveau... elles sont sur la même longueur d'onde. Ouais, c'est trop bien. Et à un moment, elles se séparent le matin et elle, du coup, elle va au travail tandis que l'autre va à l'école et elle lui dit « Bonne chance avec les fractions !» C'était très drôle. C'est génial. Ça, c'était ma blague préférée du film. C'est vrai. C'est ce niveau-là de décalage entre son âge et son physique qui me fait le plus rire. Parce que justement, les autres moments de décalage, ils sont marrants, mais en fait, je peux pas m'empêcher d'essayer de réfléchir et de me dire, ok, mais attends, là, est-ce que c'est cohérent ou pas par rapport à son âge? Et là, juste bonne chance avec les fractions, c'est hilarant, quoi. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a plein d'autres moments où tu te projettes plus dans la Jennifer Garner qui est adulte comme personnage, et ça, c'est un des moments où tu te projettes plus dans l'adolescente, quoi, et où ça te rappelle. Enfin, moi, ça m'a rappelé l'enfer des fractions, et donc ça a beaucoup plus marché comme type d'humour pour moi. On l'a dit avec Jennifer Garner, le point fort du film, c'est son casting. Il y a Judy Greer dans le personnage de la meilleure amie un peu méchante, enfin meilleure amie, meilleure ennemie. Et il y a surtout Mark Ruffalo. Je l'adore. Anaïs, quelle est ta relation avec Mark Ruffalo? Bah non, mais en vrai, il fait pas du tout partie de mon panthéon ou quoi que ce soit. C'est pas un de mes plus gros crushs du cinéma. Mais le Mark Ruffalo des années 2000 dans The Kids Are Alright et In the Cut de Jane Campion, c'est un pic. Un pic de sexitude. Il était vraiment très très bon pour véhiculer quelque chose de très sensuel dans ces films-là. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus vanille, beaucoup moins osé que In the Cut. Mais il est juste très 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 charmant. Bon, maintenant c'est Hulk, il a plus le même âge non plus, mais donc il joue moins de lead romantique. Mais dans cette période-là de sa filmographie, qu'est-ce qu'il était mignon, quoi. Il est très très mignon dans ce film. Et t'avais très hâte de le voir. J'ai trop hâte de voir Mark Ruffalo.
Et c'est vrai que même s'il est très sexy, comme c'est joué sur un plan vanille et qu'il il joue le rôle de Matty à l'âge adulte, ce qui provoque le plus chez nous, c'est plus un attendrissement en fait face à son personnage. Et tu as eu beaucoup de « oh ». Oh. Il s'en souvient. Oui. No, I haven't gotten crazy like that about a girl since high school, thank goodness. Oh. En fait, je pense que c'est aussi le fait que Mark Ruffalo est un guy next door. Oui, bah oui. Comparé à plein d'autres leads romantiques du cinéma. Ils ont du coup quelque chose qui marche très bien tous les deux parce que c'est pareil, enfin justement, moi je l'aime bien dans The Kids Are Alright et In the Cut où c'est des films où il est vachement plus sexué et il a un côté même un petit peu plus, légèrement plus sombre. Là, c'est juste vraiment ce qui a fait de lui un acteur très charmant aussi, c'est-à-dire que il est pas menaçant comme Jennifer Garner, il est inoffensif, il a l'air gentil et en même temps, il a de très beaux bras. C'est bras. Everybody climb up. Non, mais On c'est aurait vrai. dit Fleabag. Ouais, c'est ça. Ses bras. Il y a une morale dans ce film très très claire parce que c'est un film qui est destiné à des adolescentes et à des adolescentes américaines de surcroît. Il y a une morale très claire autour de justement être attiré par le joueur de hockey hyper mignon ou le joueur de football au lycée qui est blond et un peu dangereux ou des choses comme ça. C'est sympa, mais c'est pas vers ça qu'il faudrait se tourner. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment le guy next door qui est mignon et gentil vers qui il faut aller, quoi. En fait, la morale de l'histoire, c'est qu'il fallait le sortir de la friendzone et qu'il faut coucher avec son meilleur ami. Voilà. Bon, après, techniquement, elle a fait pire que le friendzoné parce qu'elle n'a même pas gardé comme amie, quoi. Oui, c'est vrai. Elle a été vraiment horrible et elle a trahi, en fait. Elle lui a tourné le dos et elle a fait partie des méchantes et elle fait partie de celles qui le martyrisaient un peu, quoi. Donc c'est assez horrible. Mais oui, c'est pas bien. Est-ce que tu peux raconter un petit peu leur évolution au fil du film ? Une fois qu'elle est adulte, elle va le voir puisque c'est la seule personne dont elle se souvient du numéro de téléphone et elle veut voir son confident, son meilleur ami pour se rassurer et comprendre un peu ce qui lui arrive. Sauf que lui n'est pas très enclin à lui parler et la voir parce que leur amitié s'est mal terminée, il lui en veut un petit peu, il est passé à autre chose. On comprend quand même qu'il a, il a toujours eu des sentiments pour elle, tout ça, mais qu'il la juge un petit peu sur la personne qu'elle est devenue. Et en plus, on découvre assez vite qu'il est fiancé à une autre femme. Forcément, en revoyant Jennifer Garner, il va avoir de moins en moins envie de rester avec la meuf avec qui il est, mais du coup, il est d'abord très réticent et puis il se laisse complètement charmer par elle parce qu'elle est très charmante, qui comprend qu'elle a un côté très innocent, qui du coup jure avec ce que lui, il imagine qu'elle est devenue, c'est-à-dire une personne très cynique et cruelle et manipulatrice. Et donc, de fil en aiguille, elle, avec sa naïveté d'enfant de 13 ans, lui prouve qu'elle n'est pas la mean girl qu'il pensait avoir en face de lui. Et donc, lui se rapproche un petit peu d'elle et ils s'embrassent et voilà. Ouais, non, mais c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est un idéal féminin pour beaucoup d'hommes, je pense. C'est-à-dire que c'est une bombe sur pattes, c'est Jennifer Garner. Et en même temps, elle a l'âge mental et l'entrain d'une gamine, quoi. Et du coup, elle n'est pas du tout menaçante. Au contraire, elle est rassurante. Il retrouve son amour de jeunesse à travers elle, donc il retrouve lui-même une seconde jeunesse. Et elle est hyper gentille, admirative. Elle lui dit que c'est vraiment le mec le plus gentil et mignon qui existe. Mais tout ça en ressemblant à Jennifer Garner. Bon, il y a une scène dont il faut qu'on parle avant de passer à autre chose, parce que tu l'as beaucoup aimée, et moi, je déteste cette scène. Tu peux expliquer ce qui se passe ? C'est vraiment encore au début du film, quand elle est complètement à l'ouest et qu'elle comprend pas ce qui lui arrive. Il y a une soirée professionnelle qui a été organisée par son magazine. Et la soirée se passe pas très bien. Le magazine est pas en forme, en fait. On le comprend dès le début et c'est un peu l'intrigue secondaire du film. Et il y a personne sur la piste de danse. Et elle, qui commence à être bourrée puisqu'elle boit de l'alcool alors qu'elle a 13 ans, va voir le DJ et lui demande de passer Thriller de Michael Jackson, qui est donc son tube à elle, puisque c'est avec ça qu'elle a grandi. Et elle se met à faire la choré de Thriller toute seule au milieu de la piste de danse, ce qui est un truc qu'elle faisait quand elle était ado, avec Matty, visiblement. Et le truc le plus incohérent de cette scène, c'est que ça marche et au lieu de se taper la honte, tout le monde la rejoint sur le dance floor et tout le monde fait la choré de Thriller, comme s'il y avait autant de gens sur Terre qui connaissaient par cœur la choré de Thriller, même 15 ans après l'avoir regardée à la télévision. Et donc, je trouve ça
très con, mais très réjouissant. Et j'aime bien les scènes de danse et les scènes musicales dans les films. Je trouve que ça crée toujours un décalage que je trouve assez plaisant. Et surtout là, justement, ce qui me faisait peur, c'était que ce soit un embarras total pour elle. Et comme j'ai compris très vite que c'était pas ça, en fait, j'ai trouvé ça très fun. Oh non, j'adore. Ah, c'est trop bien. Oh putain, c'est génial. Non mais c'est trop bien, je suis désolée, c'est trop bien. Mais moi, c'est mon rêve de faire ça. Hein. J'ai des frissons. C'est trop bien. Mais pourquoi t'aimes pas? C'est génial. Parce que vraiment, je sais pas, les scènes de chorégraphie dans des films qui sont pas des films musicaux, ça me gêne toujours en fait. Ah ouais? Les moments comme ça, je suis là, pourquoi en fait? Donc c'est trop bien. C'est ridicule. Mais oui, c'est ça qui est génial. Bon, je crois que c'est trop bien. Bah ouais, non, mais moi j'adore, je comprends pas. Enfin, je trouve ça marrant que t'aimes pas du tout. Moi, j'adore les comédies musicales, mais en fait, quand il me colle un numéro de comédie musicale au milieu d'un film qui, normalement, n'en est pas une, ça me désarçonne. Je ne comprends pas. Ouais. Et... Exactement. Et en plus, justement, le côté... je trouve ça hyper gênant, même si ça fonctionne. Donc, j'ai envie de me cacher. J'aime pas cette scène. Parfois, je la zappe, en fait, quand je regarde ce film. Vraiment, j'aime pas du tout cette scène. Putain, mais pour moi, c'est la meilleure scène, quoi. Vraiment, j'ai trop kiffé. Et ouais, moi, en fait, j'adore ce genre de ressort dans les films. Ça arrive pas souvent, mais j'aime bien, moi, quand les gens se mettent à danser comme ça. C'est ça, la magie du cinéma aussi. Des choses qui se passeraient pas dans la vraie vie, tu vois. Mais de toute façon, on peut lire ce film comme une espèce de fantasme généralisé qui lui fait prendre conscience, en fait, qu'elle est amoureuse de son meilleur ami. Mais c'est... Ouais, et je pense que c'est pour ça que, pour moi, cette scène marche bien aussi. C'est parce que, pour le coup, là, je reconnais totalement le fantasme d'une ado de 13 ans. On l'entend dans l'extrait, mais c'est vrai, moi, quand j'avais 13 ans et que je regardais I'm a Slave for You de Britney. C'est pas la même Corée, hein. Non, mais tu vois, vraiment, j'aurais pu fantasmer un truc comme ça, quoi, me dire, waouh, un jour, je vais être sur une piste de danse et je vais me lâcher alors que je sais pas danser, tu vois. Mais là, je saurais danser parfaitement bien et tout le monde va me rejoindre et tout le monde va se dire, waouh, qui est cette meuf qui danse de manière trop stylée sur la piste de danse? T'auras un serpent autour de... Exactement. Non, mais ouais, j'aimais beaucoup, en tant qu'ado, ouais, les chorés, les trucs comme ça, c'était des trucs que j'adorais. Et donc, je rêvais de pouvoir être une danseuse accomplie, adulte. Ouais. Oui. Donc, ça, elle n'est pas une danseuse accomplie, ceci dit. Non, mais franchement, ils se débrouillent très bien. Hein. Oui. Moi, la choré de Thriller, je peux pas te la faire comme ça. Hein. Bon, le souci, c'est que malgré ses côtés réjouissants, le film tombe vraiment dans un aspect beaucoup plus cucu et aussi beaucoup plus conservateur. Mm-hmm. Et c'est quelque chose qui nous a un peu crispés. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve un peu dans ce film, dans mes revisionnages. Le truc le plus dérangeant, c'est que justement, quand elle découvre sa nouvelle situation, on comprend que justement la Jenna qui a évolué ces 17 dernières années a très mauvais goût et qu'elle est vulgaire et qu'elle porte des trucs très décolletés. Enfin, ce qu'elle a dans son placard, en fait, et ce qu'elle choisit de porter, c'est des trucs assez criards, quoi. Alors, je pense que c'est un mix, parce qu'il y a un commentaire aussi sur ses goûts à elle. C'est-à-dire que quand elle sort avec sa robe bleue et verte horrible et avec son collier papillon, c'est sûr que ça veut dire que Jenna a ça dans sa garde-robe. Voilà. Mais le fait qu'elle l'associe comme ça, très clairement, on comprend que c'est aussi ses goûts de fille de 13 ans qui a accès pour la première fois à une garde-robe absolument incroyable. Alors que juste après, on la voit, par exemple, porter du noir, une petite robe noire très jolie, où on sent que c'est plus la façon dont la Jenna adulte doit s'habiller. Et là, elle est plus sexy que criarde, quoi. Ça reste la mode des années 2000, mais je trouve que justement, le travail de la costumière à travers le film est assez bon parce qu'on voit bien l'évolution du personnage. Et c'est quand elle arrive à être un peu plus à l'aise dans son rôle de trentenaire, justement, qu'elle a ça, avant qu'elle ait sa prise de conscience sur le fait que c'est pas une bonne personne à l'âge adulte et qu'elle veuille se remettre en question. Et là, elle change de look à nouveau. Oui, c'est là que je voulais en venir, en fait. C'est que plus le film progresse, déjà, ça nous dit quand même que, au fond, s'habiller comme elle s'habille pour cette soirée où, effectivement, elle a un décolleté très bas et elle s'est mis du maquillage plein la tronche. Bon, évidemment, elle ressemble pas à grand-chose. Enfin, elle se maquille comme une jeune ado qui essaye de se maquiller et d'avoir l'air d'une adulte. Mais en même temps, on nous dit que ça, clairement, c'est pas à faire.
Et au moment où elle évolue dans le film, elle commence à porter des petits gilets rose pastel et des jupes tailleurs très respectueuses avec des petits talons hauts et donc à vraiment porter un uniforme de femme républicaine en fait. Et oui, ça, c'est Brie Van Der Kamp, très clairement. Voilà, et donc ça, c'est le truc qui m'a dérangée, c'est-à-dire que plus elle avance dans le film, plus on comprend que la manière dont elle menait sa carrière et les vêtements les plus sexy qu'elle pouvait porter, non, il faut surtout pas. Et par contre, il faut être vraiment, comme tu le disais, une fille d'une innocence à toute épreuve, que ce soit dans sa tenue ou dans son comportement. Il faut surtout pas qu'elle ait du tranchant. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre ou désagréable. Oui, d'ailleurs, en fait, ce qu'on apprend, c'est que donc la Jenna, qui a évolué au fil des années, est devenue une personne pas recommandable et vraiment pas sympa et qui n'appelle plus ses parents. Alors ça, c'est vraiment le signe d'une personne horrible. Et qui a tourné le dos à ses amis, enfin à son meilleur ami, et qui est devenue vraiment une meuf pas très cool, quoi. Et donc, après, elle se bâtit en réaction à ça pour essayer de retrouver justement la gentille Jenna. Et il y a même une scène où, en fait, au travail, elle doit faire une présentation pour présenter une nouvelle formule du magazine parce que le magazine est en train de couler et sa némésis, qui est jouée par Judy Greer, présente un truc un peu qui était très héroïne chic, en fait, c'est-à-dire très ce qui était à la mode, c'est vrai, c'est poussé à l'extrême dans la présentation, c'est ridicule, mais c'est vrai que ça correspond à une tendance très forte des années, fin des années 90 à début des années 2000 dans la mode, des mannequins ultra maigres qui ne sourient jamais et qui ressemblent littéralement à des femmes qui consomment de l'héroïne. C'est l'esthétique de Kate Moss pendant ces années-là et tout ça. Et donc, celle-là présente ça. Et Jenna arrive avec une contre-présentation, qui est une présentation où c'est marrant parce que ça représente aussi un courant de la mode de ces années-là. C'est la présentation Abercrombie et Fitch. C'est-à-dire que c'est que des gens blancs, hyper américains, habillés en tenue de varsity, en tenue d'étudiants d'université, qui ont des sourires ultra bright et qui représentent un idéal américain très plat et très blanc, quoi. Et en fait, ça nous a fait réagir ça, plus son évolution de tenue, plus la glorification de l'innocence, tu le dis dans un extrait, on va l'entendre. C'est plusieurs trucs qui nous ont fait réagir sur un peu la morale de cette histoire. Voilà des femmes blanches américaines. C'est clair. Des femmes respectables, des petites écolières qui ont des pompons. C'est que ça, hein. Elles sont toutes blanches. Ouais, c'est hyper rétrograde. Ouais. Mais désolé, mais en noir, c'est une bombe et là, c'est... Ouais, c'est clair. On dirait qu'elle a préparé des muffins pour l'équipe de foot, quoi. En fait, il y a vraiment un truc qui glorifie l'innocence de manière un petit peu perturbante, quoi. Ouais. Le film préféré de toutes les femmes de droite. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, c'est l'innocence et la chasteté, quoi. Enfin, c'est vraiment des très vieilles valeurs conservatrices. Et évidemment, c'est pas fait de manière trop ouverte ou explicite, mais avec ce photoshoot notamment, c'est un photoshoot qui est censé être nostalgique, et la nostalgie n'est pas forcément maléfique, mais on sait qu'elle est très utilisée par les mouvements conservateurs. Oui, et puis Abercrombie et Fitch, pour le coup, il y a eu un documentaire sur le sujet, ça a été une entreprise raciste. C'est-à-dire que les employés racisés n'avaient pas le droit d'être visibles dans le magasin. Les pubs, il n'y avait jamais pratiquement de mannequins racisés ou des choses comme ça. Ça véhiculait toute une symbolique qui était très, très populaire à cette époque, mais qui est ultra problématique, quoi. Quand tu ajoutes ça au fait que, forcément, comme elle a 13 ans au fond d'elle, elle ne peut pas avoir de relations sexuelles, par exemple, avec Matty, ça devient vraiment un pamphlet conservateur à la fin. Et c'est vrai que, en fait, j'ai beaucoup fait la comparaison pendant le visionnage avec La Revanche d'une blonde, qui est nettement supérieur comme film. Oui. C'est un film qu'on adore toutes les deux et qui, pour le coup, est extrêmement subversif sur ce qu'il raconte, puisqu'il prend une figure de femme superficielle qui adore le rose, etc. Et il montre qu'elle n'a pas besoin de changer qui elle est pour prouver qu'elle est intelligente. Et donc, on arrive à une conclusion dans La Revanche d'une blonde qui est extrêmement jouissive et assez progressiste. Et là, c'est totalement l'inverse. On commence avec quelque chose de très marrant. Comme tu l'as dit, la première partie est très fun. Et quand on arrive à la fin, on se dit, c'est quand même très mignon. Moi, j'ai adoré toute l'expérience de visionnage du film. Mais ce que ça véhicule derrière, ça pue le renfermer, quoi. Il y a certains trucs qu'on ne peut pas défendre, mais il y a certains choix où tu te dis, par exemple, la chasteté. Évidemment, en fait, quand tu as un personnage qui est censé avoir 13 ans, ce serait hyper dérangeant de l'avoir sexualisé ou de l'avoir être dans un rapport qui est sexualisé avec un homme.
pour moi, le problème, il est vraiment dans le fait que ce soit glorifié et qu'elle soit présentée comme la bonne option. C'est-à-dire qu'avant, il y avait la méchante Jenna qui avait une vie sexuelle débridée, qui n'appelait plus ses parents et qui s'habillait en noir. Et maintenant, heureusement, la gentille Jenna qui a 13 ans d'âge mental, mais qui n'a pas encore été corrompue par la popularité et par toutes ces années de sexualisation ou des choses comme ça, elle comprend ce qui est bien ou ce qui est pas bien, et c'est elle le vrai exemple, quoi. T'as un peu envie de lever les yeux au ciel, et ça aurait été bien si le film n'était pas tombé là-dedans, mais montrer juste... jouer plus justement sur le contraste entre son âge mental et son âge réel, et s'amuser de ça sans essayer de nous gaver avec une leçon de morale à la fin, quoi. Ouais, et en plus avec Matty, en fait, c'est vrai que c'est un petit peu démoralisant. Évidemment, on est dans leur camp, on veut qu'ils finissent ensemble parce que c'est une rom-com, mais de se dire que ce mec qui a toujours eu pas mal de distance, même quand il avait 13 ans en fait, sur les filles qui l'entouraient, qui étaient très intelligentes, tout ça. Là, il a 30 ans, il est fiancé à une meuf qui a l'air assez stylée. Et il voit une fille qui lui dit « Matty, le monde, il est trop beau !» Et je mangeais des bonbons. Voilà, et il tombe amoureux d'elle. C'est un peu démoralisant, quoi. Et c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que tu dis « Bon, si un mec de 30 ans, c'est ça son idéal féminin, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi ?» Mais c'est marrant, ça me renvoie à ce qu'on disait sur Emma la dernière fois, quand elle disait que la douceur et la beauté chez une femme, c'était ce qui a été le plus valorisé. Et en fait, je ne le pense pas vraiment. Je pense que la plupart des hommes intelligents et qu'un Matty dans la vraie vie, comme dirait Monsieur Knightley, il n'a pas envie d'avoir une femme idiote, quoi. Il a envie d'être avec quelqu'un qui est à son niveau, avec qui il peut discuter, parce que c'est... Mais le film te donne un peu l'impression quand même de ça, parce qu'il est tellement charmé, alors qu'elle est en train de minauder devant lui et de manger des bonbons et de lui dire « Tire la langue, dis-moi de quelle couleur est ta langue et de quelle couleur est ma langue » et tout ça. Et il est complètement gaga et t'es là... Enfin, moi, c'est ces moments-là qui me sortent par les trous de nez où je suis là « Non, mais il faut arrêter. » Je supporte pas la minauderie, en fait. Ouais. Et je trouve que dans la première moitié, ça fonctionne bien parce que tu as un côté de choc et de découverte où elle est vraiment en train de se dire qu'est-ce que je fous là, et Jennifer Garner le joue bien. Dans la deuxième moitié, j'en peux plus, quoi. Ces moments avec les bonbons, je les trouvais marrants, mais c'est juste que comme il n'y a que ça dans le film, et qu'ils ont pris ce parti pris très fort au début de la montrer totalement naïve, ce qu'ils auraient aussi pu ne pas faire ou qu'ils auraient pu ralentir un petit peu, du coup, quand on arrive à leur balade dans le parc la nuit, où ils sont en train de se montrer leur langue, je sais pas quoi, moi, je trouve ça mignon, mais c'est vrai que tu te dis, je comprends pas la progression, en fait, ni de son côté à lui, où il se dit, oh là là, vraiment, j'ai très envie de tromper ma fiancée avec cette meuf. Et elle, j'ai quand même un peu du mal à comprendre comment elle trouve ça acceptable qu'un mec de 30 ans l'embrasse, alors qu'elle est terrifiée par le mec qui a dans sa salle de bain au début. Enfin, tu vois, même l'idée de l'existence d'un pénis la repousse d'une manière totalement démesurée. Et à la fin, t'as Mark Ruffalo qui est couché sur elle, par terre dans un parc, en train de l'embrasser. Et ça reste très chaste, mais enfin, tu vois, il y a une progression qui est... Oui, c'est vrai. Je pense que la façon dont c'est écrit pose problème. Mais après, c'est à 13 ans, embrasser quelqu'un, c'est quelque chose de tout à fait envisageable. Même voir quelque chose dont tu rêves. Voir un pénis, c'est un peu plus la panique, quand même, tu vois. Mais à 13 ans, embrasser quelqu'un de 30 ans, ça devrait te faire peur. Évidemment. Même si c'est Matty qui est devenu un adulte, tout ça. Ce qu'on comprend, c'est qu'il s'est passé plusieurs semaines, qu'elle a commencé à boire de l'alcool, qu'elle s'est installée dans son rôle de trentenaire. Bon, le film prend des raccourcis avec les... Enfin, il s'arrange bien, quoi. C'est-à-dire que parce qu'ils veulent avoir un baiser... D'ailleurs, je trouve que c'est assez osé, en fait, pour eux, d'avoir cette scène où ils s'embrassent. Parce que moi, la première fois que je l'avais vu, je m'étais dit, c'est pas possible, en fait. C'est une gamine de 13 ans, donc... Mais non, mais c'est ça qui est fou, parce que quand je pense à Birth de Jonathan Glazer, qui a fait un énorme scandale quand il est sorti, puisque c'est Nicole Kidman qui perd son mari, et un jour, il y a un petit garçon qui vient frapper à la porte, donc il a genre 9-10 ans, je crois. Et il lui dit, je suis ton mari, en fait, réincarné dans un corps d'enfant. Et à un moment, ils prennent un bain tous les deux, mais il se passe rien, ils sont juste dans la baignoire tous les deux, et cette scène avait vraiment fait scandale pour ce qu'elle suggérait. Pour le coup, c'est le même principe, mais à l'envers. C'est censé être une personne adulte qui est dans le corps d'un enfant. Et là, c'est vrai que ça passe comme une lettre à la poste dans ce film. Oui, mais parce que je pense qu'au final, il y a une hypocrisie aussi dans le rapport qu'on a à l'âge dans la société en général, aux États-Unis en particulier, parce qu'aux États-Unis, ils sont très... par exemple, si tu as 17 ans et demi, non. Mais alors, si tu as 18 ans et une semaine, tout est permis, quoi. Au niveau des rapports sexuels, je veux dire, avec des adultes. Et parce qu'ils sont très coincés sur des âges légaux, et c'est très bien, hein, il faut qu'on soit coincé sur des âges légaux aussi. Mais du coup, parfois, ça néglige, vu qu'elle a l'apparence d'une adulte, ça passe crème, alors que dans le film Birth, c'est parce qu'il a l'apparence d'un garçon, et ce que je comprends, en fait, c'est il y a un côté révoltant.
Mais en même temps, le fait qu'elle ait l'âge mental d'une fille de 13 ans, ça veut dire qu'elle est aussi vulnérable et qu'il ne devrait pas y avoir ce rapport entre elle et cet homme adulte à ce moment-là. Et d'ailleurs, là, je vais vraiment très très loin dans mon analyse critique. C'est marrant parce qu'à la fin de ce film, on s'était dit... L'épisode va être court parce qu'il n'y aura pas d'analyse, mais on y arrive. Mais en plus, c'est même pas de l'analyse, mais je pense que si tu veux vraiment enfoncer le film et le critiquer à ce niveau-là, bon, il y a deux choses. Déjà, dans Birth, les rôles genrés sont aussi inversés, c'est-à-dire que c'est la femme qui a été accusée d'être prédatrice, enfin le personnage féminin, parce que c'est elle qui est âgée avec un garçon enfant. Et je pense qu'on est beaucoup plus habitué à voir des hommes âgés avec des femmes ou des filles plus jeunes. Oui, bien sûr. Dans les films et dans la pop culture en général. Et donc là, en fait, ça contribue encore plus à... Je pense que c'est pas du tout la volonté des scénaristes et du réalisateur, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais on peut quand même dire que la rhétorique de certains hommes, quand ils sont accusés d'avoir eu des rapports inappropriés avec des femmes bien plus jeunes, ils disent oui, mais elle faisait pas son âge. Oui, non, mais c'est ça. Et en fait, là, on pourrait dire que ce film se repose sur une rhétorique similaire. C'est vrai qu'on tire le fil très loin, mais j'y pensais aussi où tu te dis, en fait, c'est comme quand on te vend le fait que telle meuf de 13 ans ou de 15 ans était très mature ou très sexualisée ou des choses comme ça, et c'est censé excuser le fait qu'elle ait été détournée par un homme majeur et qu'elle ait été abusée. Alors que ça n'excuse en rien, mais ça fait partie, c'est vraiment une rhétorique qu'il y a dans le langage courant en général sur les jeunes filles adolescentes. Enfin, c'est le cliché de la Lolita, c'est-à-dire c'est vraiment le truc de la jeune tentatrice qui sait très bien ce qu'elle fait et qui se sexualise beaucoup, et donc ça devrait excuser le comportement des hommes beaucoup plus âgés et des hommes adultes qui ne peuvent pas se contrôler devant une telle tentation, quoi. Bon, là, on pousse très loin le curseur, mais c'est vrai qu'en fait, c'est... le rapport à l'âge de l'héroïne questionne quand même, parce que c'est une femme adulte, certes, physiquement. Elle a toute l'apparence d'une femme adulte, d'une femme de 30 ans, c'est Jennifer Garner, mais sa maturité et son âge mental fait que une relation avec un homme de cet âge ne devrait pas être acceptable. Après, comme tu disais, le film s'arrange bien avec lui-même parce qu'il y a des moments où elle fait preuve d'une maturité qui est digne d'une femme beaucoup plus adulte et d'autres moments où elle est complètement neuneu, quoi. Oui, moi je pense que la relation avec Matty dans le film, elle marcherait pas s'ils avaient gardé vraiment une cohérence parfaite sur l'attitude du personnage de Jenna. Mais ça marche parce que parfois elle a des conversations avec lui où tu te dis mais ce n'est pas du tout le même personnage que celui qu'on a vu, tu vois. Et ok, certes, il y a 2 semaines qui se sont écoulées, mais quand même, quoi. En 2 semaines, tu gagnes pas en énorme maturité. Voilà, donc oui, le film s'arrange très bien. En fait, ce moment où on a eu toutes ces conversations, même en regardant le film, sur le côté un peu conservateur, c'est parce que justement, on se rapprochait de la fin, mais on n'y était pas encore. Et ce qui sauve le film, justement, d'une lecture trop sombre, c'est la fin. Oui. Et ça la rattrape très bien, en fait. T'avais peur, en arrivant à la fin, qu'il largue sa fiancée pour Jenna. J'espère vraiment qu'il va pas larguer sa meuf, sa femme. Pour cette neuneu. Pour cette neuneu qu'il a pas vue depuis 15 ans et qu'il connaît à peine. Et ça n'est pas le cas, et je trouve que ça, pour le coup, le film le joue bien, parce qu'il lui dit, en fait, c'était super de te voir, et j'aurai toujours des sentiments pour toi, mais en fait, je suis fiancée, et c'est ma vie, quoi. J'ai beaucoup apprécié cette conclusion, parce qu'elle permet au film de rester juste extrêmement charmant, de fonctionner comme une parabole, en fait, ou un fantasme, et à la fin, le fantasme prend fin, mais une leçon a été gagnée pour Jenna, qui a compris qu'en fait, justement, elle ne devait pas se détourner de Matty quand elle est jeune, et qu'elle ne devait pas essayer à tout prix de gagner l'approbation des Mean Girls. Donc, ça marche très, très bien. Et oui, parce qu'en fait, Matty a gardé la maison. D'ailleurs, tu as une réaction très enthousiaste quand tu as vu ça. Il a gardé la maison de poupée de Jenna. Oh, il a gardé la maison. C'est trop mignon et un peu creepy. Et donc, sur cette maison, il y a de la poudre de perlimpinpin, toutes ces années après, au milieu de la poussière, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et elle arrive à revenir à ses 13 ans. Heureusement. Et elle est donc une naze à nouveau, mais surtout, elle envoie péter les filles populaires parce qu'elle a compris que c'était pas la bonne voie. Ouais, t'es une bisu à nouveau. Et t'as pas de sein, c'est trop bien.
Et c'est vrai que la fin est quand même assez mignonne, c'est-à-dire qu'on fait un nouveau bond dans le temps, mais cette fois avec 2 personnes qui ont grandi normalement et qui ont l'âge qui correspond à leur âge mental. Et on voit qu'en fait, Matty et Jenna se sont mariés, parce qu'évidemment, il faut que ça se termine par un mariage. Ils habitent dans une maison rose. Et qu'il faut se marier avec le mec que tu connais depuis que tu as 10 ans. Quoi. Il faut surtout pas que tu aies expérimenté d'autres choses dans ta vie. Ah bah non, sinon tu serais souillée, Anaïs. Exactement. Mais on a quand même trouvé ça mignon. Oh, c'est trop sweet. Oh. Oh. Ouais, c'est trop mignon. J'espère qu'elle s'est tapé quelques mecs entre ses 13 ans et maintenant. Mais je crois pas. En même temps, si j'étais avec Mark Ruffalo... C'est clair. Ouais, quand même. Hein. Je sais pas, si Non. t'es avec la bonne personne. Toutes les femmes ont le droit de multiples partenaires sexuels, y compris Jenna. Bon, l'électrocardiogramme. Bah, je pense qu'on est quand même à 3 ou 4. Mais enfin, j'ai un whiplash pendant cet enregistrement d'épisode, désolée, mais parce que j'ai vécu ce visionnage à côté de toi et bon, je veux bien que t'aies digéré le film depuis et tout ça. Mais même, dès que je suis rentrée chez moi, je l'ai pas très bien noté, c'est pas un bon film, quoi. Je sais que c'est pas un bon film, je t'avais Et dit que c'était pas un bon film non plus. En fait, je comprends pas que tu comprennes pas, parce que je rejoins parfaitement ton opinion sur le film que tu m'avais partagée avant. C'est-à-dire que tu m'avais dit c'est pas très romantique et c'est pas un très bon film. Oui, je suis d'accord, mais en fait, quand je l'ai vu à côté de toi, j'étais choquée par ton niveau d'enthousiasme et je me disais waouh, j'ai l'impression que c'est j'avais bu du vin, Marie. J'avais l'impression que c'était le meilleur film que je t'avais montré depuis le début de la saison et j'étais un peu choquée. Mais non, c'est juste que en fait, j'avais vraiment besoin d'un truc très con et t'entends quand même les réactions que j'ai, c'est pas des réactions très pointues, quoi. C'est juste parce que c'était fun, c'était un samedi soir, on était chez toi, on a regardé un film débile avec Jennifer Garner et Mark Ruffalo qui sont hyper charmants, avec une bande-son que j'ai trouvée très cool. C'était une super expérience, mais qu'est-ce que j'en retire ? Rien. Oui, mais je veux bien. Ça, je veux bien. Mais du coup, l'électrocardiogramme, pour moi, il est un peu plus haut parce que franchement, vu tes réactions, je suis sûre que ton cœur battait. Si on prend le côté un peu plus physique du truc. Bah oui, pour Mark Ruffalo, mais pas pour leur histoire à tous les deux, je pense. Non, mais de fait, quand on crie super, ça fait augmenter notre battement cardiaque. Oui, mais attends, l'électrocardiogramme, il est là pour juger le taux de romantisme des films. Oui. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et là, en fait, les trucs qui ont le plus fait battre mon cœur, c'est, Mark Ruffalo tout seul, parce qu'il est beau. La scène de danse sur Thriller, qui a rien de romantique. Enfin, c'était plus des trucs comme ça. Je suis d'accord. Alors que le moment où ils s'embrassent dans un parc new-yorkais par terre, déjà, j'ai envie de dire, c'est pas romantique, il faut vous passer au Karcher après. J'ai dit quoi ? T'as eu un accent toulousain qui a remonté d'un coup. C'est pas romantique. C'est pas romantique, je suis désolée. C'est sale. Oui, d'ailleurs, je pouvais sentir la pisse d'ici, tu vois. Il y a un gros problème avec le réalisme de leur perception de la ville de New York. On a eu le moment sable, on va l'entendre. Franchement, vous êtes à New York, les gars, moi je m'allongerai pas dans le sable. Putain, moi non. Je pense que le nombre de gens qui ont pissé sur ce sable... Il y a des rats qui sont en train de baiser dans ce sable. C'est clair. Il y a des seringues juste à côté d'eux, des rats. Ouais. Un rat mort. Et puis il y a vraiment pas une balançoire en fait. Globalement. Il n'y a même pas de sable à cet endroit. Non. J'habitais pas loin, il n'y a clair. pas de sable. Et il y a un autre moment où, en fait, elle appelle un taxi. Mais déjà, le taxi est déjà parti. Donc, il ne la voit même plus. C'est pas comme ça qu'on appelle un taxi. Et elle lui dit « Emmenez-moi dans le New Jersey ». Alors déjà, les taxis, pour sortir de Manhattan, pendant très longtemps, pour aller juste à Brooklyn, c'était non. Ils ont commencé à y aller peut-être il y a 6-7 ans, quoi. Alors, à l'époque du film, n'en parlons pas. Et le New Jersey, mais ils y foutent pas les pieds, en fait. Donc, pas très réaliste. Oui, bien sûr. C'est comme ça que ça marche. Est-ce que le scénariste de ce film est déjà allé à New York ? Ouais, non, je vois pas. Le taxi, tu lui dis George Washington Bridge, New Jersey, il dit ah non, je te sors pas Manhattan. C'est clair. Je t'explique, meuf. Mais par contre, la musique, quoi. Trop cool. Je vais prendre ce moment pour juste recommander 2 films qui sont pour le coup vraiment très bons et qui permettent de débrancher son cerveau tout en n'ayant pas l'impression qu'on se fout un peu de notre gueule. Miss Detective, je sais que c'est un titre complètement stupide, mais c'est vraiment un chef-d'œuvre de la comédie avec Sandra Bullock.
Et en plus, il y a un message qui est assez cool dedans. Et tu l'as dit, La Revanche d'une blonde. Donc, si vous ne les avez pas vus, regardez-les. Comme on les avait vus toutes les deux, on ne les a pas inclus dans cette sélection, mais c'est vraiment des petits bijoux de ces années-là, des années 2000. Et du côté un peu justement quiproquo, femmes qui se retrouvent dans un environnement complètement différent du sien, où il y a plein de blagues qui sont tirées de là. Et commentaire sur la féminité, mais qui est beaucoup, beaucoup plus progressiste que le commentaire de 30 ans sinon rien. Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci Marie. Si vous voulez voir ou revoir 30 ans sinon rien, le film est disponible sur Netflix et vraiment, ne vous en privez pas, c'est ce que tu avais mis pour Suspiria, mais je sais pas. Non, ouais, c'est votre droit. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Dans le prochain épisode, je ne sais pas encore ce que Anaïs va me faire découvrir puisqu'elle fait en ce moment même voter les auditeurs sur Twitter. Donc on verra bien. Mais ça se joue entre Titan, Revenge et Barbare. Que des titres qui me donnent vraiment envie. C'est clair. Si vous découvrez ou redécouvrez ces classiques de cinéma en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. On lit tous vos commentaires et on adore ça. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos proches. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. Musique Victor Benamou.